Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Pinside Finance and Entrepreneurship, votre instant dédié à la finance, à l'entrepreneuriat et à la découverte de nouveaux profils. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Michael Tsama, directeur général adjoint du groupe Interpresse. Il est avec nous et il va comme ça nous dérouler le plateau du secret derrière son succès. Et peut-être que vous allez prendre quelque chose derrière ça. Il est avec nous et c'est notre invité. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à la tête du groupe Interpresse? Alors, moi j'ai commencé dans la finance en France. J'ai eu mon baccalauréat en économie et sociale, donc c'était logique pour moi d'aller dans la finance parce que c'est ce que les parents voulaient. Je n'ai pas du tout aimé ça, pour être honnête avec vous, donc j'ai complètement changé de cursus et je me suis lancé dans la communication. Je me suis dit, mon but est de prendre à l'extérieur, c'est-à-dire prendre dans les pays développés et le ramener dans mon pays, le Cameroun, pour qu'on puisse exister sur la plateforme internationale. Et qui sont les plus forts en communication? C'était les États-Unis. Donc je me suis dit, je change de cursus, je m'inscris sans le dire à mes parents dans une école aux États-Unis, j'obtiens la bourse à 50% et ensuite je présente à mes parents quand c'est déjà fait. Et donc du coup, en fait, le couteau à la gorge, j'étais obligé de valider. Et donc je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai eu mon diplôme là-bas en communication, en business et communication à Full Sail University en Floride. Ensuite, directement, je me souviens que le lendemain, je suis rentré au Cameroun. J'étais avec une compagnie à l'époque qui me disait que je pouvais tout faire, je pouvais tout réaliser. Donc quand mes parents m'ont proposé d'être le directeur général adjoint du groupe familial, ça m'a un peu surpris parce que c'est quelque chose que j'attendais dans ma quarantaine. À l'époque, j'avais 24 ans. Il faut le dire, je faisais déjà pas mal d'argent parce que j'avais un magazine panafricain d'ailleurs qui s'appelait African Insiders. Ça fait un peu penser à vous. Et donc j'étais regardé dans 51 pays. J'avais beaucoup de personnes qui me suivaient. Je donnais des conseils aussi aux jeunes Africains pour montrer toujours dans le même but que l'Afrique, ce n'est pas que la pauvreté, les maladies, etc. Et donc j'avais peur, oui, quand on m'a proposé la direction générale, quand on m'a nommé, j'avais peur. Mais grâce à cette compagnie-là qui malheureusement aujourd'hui est mon ex, j'ai fini par accepter. Et donc ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis directeur général adjoint du groupe Interpresse. Alors, parlons du groupe Interpresse. Yes. Quelles sont les différentes activités de ce groupe? Alors nous faisons dans la publicité, nous faisons également dans la communication, nous faisons dans l'imprimerie, nous faisons dans l'immobilier, dans les bâtiments de travaux publics. Récemment j'ai créé une entreprise de location de véhicules de luxe. Et je vais bientôt ouvrir un restaurant, un steakhouse. Bon, je le garde encore secret pour l'instant. Alors, comment ces différentes branches interagissent-elles entre elles? Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre l'immobilier, par exemple, et la communication, parce qu'elles interagissent, parce que tu as besoin de communication dans tout ce que tu fais. Donc, les compétences que nous avons en communication sont retranscrites en immobilier, retranscrites dans les BTP et dans les diverses activités, notamment de location de véhicules qu'on fait. Et en tant que directeur général adjoint, comment gérez-vous l'ensemble des opérations et des ressources d'un groupe aussi diversifié, en particulier sur le plan financier? Il faut savoir qu'on se repose beaucoup sur le multigénérationnel ici. Le directeur général adjoint qui est devant vous est très jeune, mais notre directeur financier qui est le patriarche est dans la 70aine, pour vous dire. Madame le PDG également est d'un certain âge qui est aujourd'hui sénateur. Donc cette multigénération, et mon vidéographe qui est juste là aussi qui est très jeune, cette diversité en termes de génération nous permet d'avoir plusieurs idées différentes, qu'elles soient modernes ou ancestrales. Et comment pouvez-vous nous décrire votre approche en matière de leadership stratégique et opérationnel, notamment dans la gestion des flux financiers et des ressources budgétaires? Alors moi j'arrive avec un leadership à l'américaine. Il faut le dire, ma mère qui est le PDG du groupe a une formation française.
parce qu'elle a fait toutes ses études en France, donc c'est très pédagogique, c'est très carré. Moi, j'arrive avec une différence, une petite différence à leadership à l'américaine, donc je les motive. Parfois, on peut même méditer, prier ensemble. Je les motive, fais des discours de motivation, et chaque jour, on revoit un peu leur travail. J'essaye de leur inculquer qu'il n'y a pas que le American Dream, il y a aussi le African Dream, et c'est tout à fait possible. That's interesting. Yeah. Alors, comment favorisez-vous une culture organisationnelle dynamique et productive au sein du groupe Interpresse, tout en assurant une saine gestion financière? C'est-à-dire, en tant que leader, vous venez avec une idée d'American Dream. Yes. Comment est-ce que vous organisez tout ça pour qu'ensemble, la dynamique de l'entreprise soit aussi American Dream, mais African Dream? Parce que c'est une symbiose des deux. Tout à fait. Alors, je viens trouver un système, un train qui est déjà en marche. C'est une chance que j'ai eue. Ce n'est pas un train que j'ai créé. Et dans un livre que je lis de Robert Greene, on dit « Tu peux réformer, mais vas-y doucement ». Donc j'essaye de suivre le protocole qui est déjà mis en place, mais j'inculque petit à petit ma façon de faire, et je pense qu'ils le captent aujourd'hui au bout de 6 ans. On s'entend très bien, ils savent que ma porte est ouverte, hein, donc ils peuvent venir à tout moment, n'importe quel employé, je serai disponible pour discuter avec eux, et c'est comme ça que petit à petit on s'adapte. Il faut se le rappeler, vous êtes très jeune pour être directeur général adjoint. Comment est-ce que les autres, peut-être les concurrents, ou bien la clientèle, a pris votre arrivée à la tête de cette entreprise? Je pense qu'ils ont pris ça comme une bouffée d'air frais. Beaucoup de gens faisaient des compliments par rapport à ça. On est dans un pays où les postes de direction sont souvent occupés par des personnes âgées. Donc cette petite différence-là, je pense, ça joue à notre avantage. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés au cours de votre parcours? Parce qu'il faut se le dire, vous êtes monté à 24 ans, si je ne me trompe pas. Quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? Mais déjà, l'âge. C'est-à-dire qu'une petite anecdote, quand moi j'arrivais, j'avais le mot de passe de tous mes téléphones, tous les appareils ont toujours été le nom de l'entreprise familiale, parce que j'ai toujours rêvé de ça. Et quand j'arrivais, les 4 premiers jours, je me souviens qu'il y a une ancienne employée, donc, qui, je demandais en fait quelles sont vos meilleures qualités et vos pires défauts. Et en demandant ça, elle m'a dit les meilleures qualités, c'est que je peux bien vous faire l'amour. Excusez-moi d'être cru comme ça. Mais je l'ai viré. Voilà, tout simplement. 4 jours après, je ne savais même pas que je pouvais virer. Donc, je ne savais pas que j'avais le droit de le faire. Évidemment, j'ai appelé ma hiérarchie, et quand j'ai raconté la scène, ils m'ont soutenu, j'ai appelé Lucie, ils ont dit absolument, c'est totalement déplacé. Et je pense que et d'autres employés sont venus me voir en disant que non, votre mère tient l'entreprise comme une mère et que vous êtes un peu trop dur. Et je pense que étant arrivé sans rien tolérer, ça a permis de pallier ce défi qu'est l'âge. On sait qu'il est jeune, mais on sait que si on fait n'importe quoi, on prend la porte. Et concernant les défis financiers, comment est-ce que vous avez su gérer ça? Parce que vous sortez d'une éducation en communication et business, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez su allier les défis financiers à votre parcours qui n'est pas très axé finance? Oui, alors, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que j'étais entrepreneur en même temps, et que je tenais déjà un magazine panafricain aux États-Unis. Donc, je savais comment le monde de l'entreprise fonctionnait. J'ai aussi fait beaucoup de stages professionnels et de travaux dans, par exemple, la CSPH où j'ai longtemps travaillé. J'avais aussi des petits business à moi, par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est une exclusivité que je vous dis, c'est la première fois que je le dis en interview, mais je vendais les mèches. À 19 ans, je vendais les mèches, et j'ai fait à 19 ans mes premiers 50 000 € parce que justement je vendais les mèches, et donc j'ai toujours eu ce rapport avec l'entrepreneuriat, avec l'argent. Donc ça n'a été que à plus grande échelle, on va dire, avec l'entreprise familiale. Et quelles sont les stratégies au jour d'aujourd'hui que vous assurez pour garantir la croissance financière du groupe? Alors, au jour d'aujourd'hui, on se base beaucoup sur la digitalisation. Je pense que l'imprimerie, on en aura toujours besoin, c'est une évidence, mais le monde digital approche à grands pas. En France et aux États-Unis, c'est déjà tellement ancré dans les mœurs que l'imprimerie est presque en train de disparaître. C'est au point où, quand vous arrivez dans un restaurant, il n'y a même plus de menu, on scanne avec le téléphone, et ça arrive à grands pas au Cameroun. Et comme mes études portaient sur ça, petit à petit, comme je vous dis, on ne peut pas réformer directement, mais petit à petit, j'inculque la digitalisation dans le groupe, et je pense que dans les années à venir, on va complètement switcher sur ça. Mes prédictions sont dans 5 à 10 ans, le Cameroun sera complètement digital aussi.
Mais aujourd'hui, il faut se le dire, nous ne sommes pas encore complètement digitalisés. Comment est-ce que vous essayez d'adapter les deux, l'imprimerie et la digitalisation du monde, au groupe Interpresse ou à votre clientèle? Alors, moi, je suis quelqu'un de très terrain. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes arrivé, vous avez vu que je n'étais pas là. En fait, je suis rarement assis devant un ordinateur à mon bureau. Je vais dans les bureaux et je m'assois en face des directeurs et j'essaye de les convaincre. J'essaye de montrer pourquoi est-ce que Interpresse est capable de réaliser des travaux. Et je pense que c'est la meilleure publicité. En fait, la deuxième meilleure. La meilleure publicité étant la qualité du travail et du service. Okay. Et comment financez-vous les différents projets du groupe Interpresse? Parce qu'il faut le dire, c'est une large gamme de services que vous avez. Et expliquez-nous votre stratégie de financement. Alors, parfois, je le fais sous fonds propres. Il faut dire la vérité, le Cameroun est très difficile. Les banques ne te suivent pas toujours. Mais parfois, je le fais aussi avec des banques. On a des microfinances qui nous font confiance. On a des banques qui nous font confiance. Et parfois, ils financent. Et ensuite, après paiement, chacun peut s'arranger. C'est bénéficiaire pour la banque, c'est bénéficiaire pour nous aussi. Mais ce que je conseillerais à la jeunesse, dans ce sens-là, c'est de ne pas trop se fier sur les banques, de se constituer une épargne. Parce que parfois, si tu n'es pas une entreprise solide, tu rates le marché. Parce qu'il y a une banque qui va te dire non, on ne peut pas vous financer, tu as déjà le bon de commande, alors comment tu fais? Il faudrait que tu aies de l'argent en banque, suffisamment de cash flow en banque pour pouvoir saisir l'opportunité. Alors, passons à un secteur qui nous fascine un peu à Inside Finance Africa, le secteur du BTP et de l'immobilier, oui, où les risques financiers peuvent être très élevés. Quelles mesures prenez-vous pour minimiser les risques et garantir des investissements durables et rentables? Alors, on n'a pas vraiment de mesures pour garantir les risques qu'on prend, parce qu'il faut savoir que l'imprimerie, ce n'est pas un business où on paye directement. C'est parfois à 30 jours, parfois à 60 jours, parfois à 90 jours. Parfois, quand vous travaillez avec l'État, c'est des mois après. Donc, et puis, l'imprimerie aussi, c'est un métier très difficile dans le sens où vous pouvez faire une erreur sur une phrase, sur un agenda, comme ça nous est déjà arrivé, pour plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, et vous êtes obligé de rembourser parce que vous avez fait l'erreur. Donc parfois on a aussi des pertes, hein. C'est pas tout le temps rose, on a déjà perdu des gros marchés comme ça qu'on a dû recommencer de notre poche. Donc il n'y a pas vraiment de garde-fou à ça. Je pense que le garde-fou c'est vraiment le gage de qualité et avoir une banque solide qui vous soutient. Parlons du litige qu'on vient de mentionner. Une fois qu'il y a cette faute ou qu'il y a un problème du secteur, comment est-ce que vous gérez les contentieux avec la clientèle ou les futurs clients? Parce qu'à l'ère digitale, tout passe vite. C'est-à-dire, on peut vous faire de la mauvaise publicité. Comment est-ce que vous gérez ça? On appelle le client, on prend des rendez-vous, on s'excuse, on fait des discounts. En interne, je pense que j'avais même déjà mis mon bureau aux ateliers parce qu'on a des sous-sols que je vous ferai visiter, où on a des salles, des machines, où tout se passe, le poumon économique de l'entreprise. Et parfois, je mets mon bureau là-bas et je m'assois carrément là-bas avec les ouvriers pour vérifier la qualité de tout ce qui sort de la salle des machines. Alors, vous êtes au cœur de toutes les activités, c'est ça? Effectivement, au cœur de tout. Okay. Alors, je me suis permise de visiter votre page LinkedIn et vous avez mentionné l'importance d'avoir un impact positif tout en réalisant des profits. Comment la gestion financière du groupe Interpresse contribue-t-elle à l'atteinte de cet équilibre? Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Parce que j'ai pas très compris. C'est très long. Ok, je vais aller tout doucement pour qu'on puisse arriver. Vous avez mentionné sur un post que vous avez fait sur LinkedIn l'importance d'avoir un impact positif tout en réalisant ses objectifs. Oui. Ou en réalisant du profit. Oui. Voilà. Comment la gestion financière du groupe Interpresse contribue-t-elle à l'atteinte de cet équilibre? Bon, en termes déjà de charité, en termes de motivation, il faut savoir que j'ai à peu près 200 vidéos de motivation qui sont en ligne pour motiver la jeunesse. En termes même de quotidien, parce que sur mes stories sur Instagram, je montre énormément ce que je fais. Mes équipes aussi me suivent. Et voilà, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut montrer, il y a aussi des jeunes stagiaires qu'on prend beaucoup dans les écoles de commerce pour leur montrer un peu le travail et leur montrer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ce que tu écris à l'école. Voici ce que c'est que l'entrepreneuriat et ces réels problèmes-là, ils peuvent les toucher du doigt et je pense que c'est comme ça qu'on allie ce caractère impact positif à tout simplement le travail qu'on fait.
Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les institutions financières? Elles sont bonnes, elles sont plutôt bonnes. Je pense ils nous font confiance. On a vraiment une vision future qui allie, comme je vous ai dit, un impact positif pour le Cameroun, mais également pour notre enrichissement, le profit tout simplement de l'entreprise. Il faut savoir que depuis que je suis directeur général adjoint, le chiffre d'affaires a doublé. Donc nous en sommes fiers et ils l'ont vu, ils le voient. Ils continuent de nous faire confiance, on espère que ça va durer longtemps. On espère pour vous aussi. Quelle est votre politique en matière de paiement des fournisseurs et des employés et comment cela s'intègre-t-il dans une stratégie de gestion saine de la trésorerie? Alors, on a un dossier qui s'ouvre quand le client passe commande. Il paye 60%, parfois 70% du travail. Cela permet de réaliser son travail, de payer les fournisseurs. Cela permet de faire fonctionner les machines parce que nos machines ont également des produits qu'elles consomment. Donc il faut les payer en avance. Et quand on a réalisé cela, on peut livrer sereinement et attendre l'autre partie du paiement. L'autre facette, vous avez un peu oublié la facette des employés. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Alors les employés, nous sommes très fiers de dire que depuis 30 ans que l'entreprise existe, les employés n'ont jamais manqué un mois de salaire. Ils sont là, vous pouvez leur demander. Ils n'ont jamais manqué de salaire. En passant. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. Quelle est votre vision de l'investissement responsable et comment équilibrez-vous la recherche de rendement financier avec l'engagement envers les pratiques éthiques et durables? Alors, tout simplement en respectant nos clients, en respectant nos employés. Nos clients, quand ils viennent, on leur montre qu'effectivement on est une entreprise qui fait du profit, mais qu'on pense également à eux. C'est pourquoi vous voyez qu'on n'est jamais vraiment dans des litiges. Je préfère rembourser un client et perdre de l'argent parce que je sais que plus tard, sur le long terme, en termes de finances, ça sera positif parce que vous savez, pour fidéliser un client, parfois le remboursement est même nécessaire. Il va se sentir en sécurité. C'est une entreprise où si j'ai mis mon argent, de toute façon, si ça se passe mal, je serai remboursé. Et ça nous permet vraiment de garder de bonnes relations sur le long terme avec eux. Alors, selon vous, quelles sont les qualités clés à développer pour réussir dans la gestion financière d'une entreprise diversifiée et en croissance? Alors, il faut beaucoup de résilience. Il faut voir les échecs comme des leçons. Ça fait cliché de dire ça parce que tout le monde le dit. Mais en vérité, il faut aimer l'échec. J'adore cette phrase de Denzel Washington qui dit « fail forward », c'est-à-dire « échoue en avançant ». Il faut aimer l'échec tellement qu'on nage dedans. Quand on a appris que l'échec est important, ça peut être au niveau financier, comme je vous disais, vous obtenez un marché, je dis n'importe quoi, de 500 millions. Vous allez voir une banque, la banque dit on ne peut pas vous financer. Vous n'avez pas le cash pour le financer, vous ratez un argent qui potentiellement peut changer votre vie. Il faut avaler ça. Il ne faut pas rentrer à la maison et votre femme est là et vous dites à votre femme vraiment non, c'est un dé, vous êtes triste. Non. Il faut avaler cet échec et en être fier, le raconter même en interview comme je le fais et se dire que c'est un boost, c'est un tremplin. Parfois l'échec n'est pas facile à endosser, il y a l'investissement derrière, c'est pas facile d'avoir votre mindset. C'est le mindset, j'adore ce mot, c'est le mindset. Ça va devenir facile quand vous voyez ça comme un point positif. Si vous voyez un 12 sur 20 comme un futur 20 sur 20, vous aimez le 12 sur 20. Vous vous dites, j'ai eu 12 sur 20, ça me permet d'analyser pourquoi je n'ai pas eu les 8 points en plus là. C'est intéressant et c'est fascinant à la fois, mais c'est pas souvent facile de voir. On voit toujours le verre à moitié vide. Oui. Vous le voyez à moitié plein. Toujours. Tout le monde n'a pas la même perspective que vous. Il faut. il faut certainement la voir. Il faut observer les gens comme ça. Il faut observer les gens qui sont pires. Il y a cette phrase-là qui dit, si vous pensez que votre vie est difficile, il faut lire les livres d'histoire. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu pire que vous. Alors moi, je suis dans un groupe de jeunes entrepreneurs dont je suis le président, mais bien que le plus jeune, je suis arrivé, je n'étais pas président, non même président, et je suis inspiré par des gens beaucoup plus âgés que moi qui sont déjà multimilliardaires, qui ont des stations de pétrole partout dans le pays dont je vais taire le nom, qui, quand toi tu es en train de pleurer que tu as perdu 200 millions, le gars a perdu 15 milliards. Et moi, par exemple, je n'ai même pas encore d'enfant, mais il va te dire que lui, il a des responsabilités, sa famille compte sur lui, la maman au village, les enfants, les neveux, les machins. Et en écoutant ce genre d'histoire, ça permet quand même de relativiser. Je ne dis pas que le verre sera directement à moitié plein, mais ça aide.
Mais vu comme ça, j'ai pas envie de tirer de long en large, mais c'est bien beau. Parce que on parle de l'entrepreneur qui lui a investi 2 millions, on dirait que c'est ses économies, fonds propres, love money, et après tout part en fumée. C'est pas facile d'avoir ce mindset. Quel conseil donneriez-vous à cet entrepreneur qui vous regarde et qui se dit waouh, il est fort? Il a au moins une histoire. Vous savez, je vais raconter une histoire d'une tata à moi qui d'ailleurs aussi a une imprimerie, parce que je m'entends plus avec les gens beaucoup plus âgés que moi. Donc on est allé déjeuner un midi et elle me racontait un peu son histoire. Elle me racontait qu'elle a eu un marché. En fait, elle a fait un logo pour une entreprise parapublique ici au Cameroun. Et elle était tellement fauchée, elle venait de France en fait, elle était tellement fauchée qu'elle était contrainte de rentrer en France. Et arrivée en France, en reprenant un job, elle s'est dit, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Non. J'ai dit que je voulais attaquer l'Afrique. Quand on parle des années 90, hein, elle dit, j'ai toujours envie d'attaquer l'Afrique, donc je vais attaquer l'Afrique. Et donc, elle revient et elle va voir cette entreprise où elle avait fait le logo. Et elle se rend compte que sur le siège, le grand bâtiment de l'entreprise, il y a son logo qu'elle a designé. Alors elle va voir le directeur général, elle dit, mais ce n'est pas normal, je n'ai rien perçu de l'argent de mon logo. Alors le directeur dit que votre logo, vous le faites à combien? Elle dit 17 millions. Le directeur dit que non, nous on a prévu 100 000 pour vous. Elle dit non, moi c'est 17 millions ou rien. Le directeur dit en tout cas si vous voulez les 100 000, allez réfléchir. Quand elle rentre à la maison, elle réfléchit, elle prend conseil chez ses peers. Quand elle revient le lendemain, elle dit voilà ce qu'on va faire. Ce logo, c'est moi qui l'ai fait, je vous le fais gratuitement, si je veux qu'elle vaut 100 000 francs. Mais partout où ce logo va apparaître, c'est moi qui fais les travaux d'imprimerie. Et donc le directeur général réfléchit et il accepte cette proposition-là qui semblait plus décente pour lui. Et donc la première commande tombe 50 millions. Wow. Quand la première commande de 50 millions tombe, elle rate la commande en fait. Parce qu'elle fait chez des prestataires et ces prestataires-là ratent la commande sur un petit détail. Et en fait, son seul papier qui justifiait la commande, c'était ce qu'on appelle ici en imprimerie le PAP, donc le bon à tirer, qui avait été signé par le DGA de cette parapublique. Mais elle ne retrouvait pas ce bon à tirer. Alors elle va chez un prestataire et dit, est-ce que ce n'est pas toi que j'ai donné le bon à tirer de cette entreprise? Le prestataire dit, ah j'ai dû jeter ça à la poubelle. Voilà donc une chef d'entreprise qui est en plein Yaoundé. Elle dépose ses talents, elle fouille toutes les poubelles du quartier pour retrouver le bon à tirer, pour qu'on lui concède donc ces 50 millions-là. Donc comme vous imaginez, c'était une perte sèche. Donc elle est repartie voir le directeur général et elle a compensé sur d'autres commandes parce qu'elle ne prenait même presque pas de bénéfices pendant des mois afin de rembourser ces 50 millions-là. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné en expérience, elle a gagné en courage et elle a gagné une belle histoire qui m'a encouragé, la preuve j'en parle aujourd'hui. Donc pour revenir à ce que je disais par rapport à votre question, il faut que ces jeunes-là pensent histoire. C'est l'histoire de leur vie et l'histoire de tous les entrepreneurs est différente. Chacun a son histoire et cette histoire-là ne les aidera pas seulement eux, aidera des gens comme moi, aidera aussi probablement leurs enfants. Alors revenons au groupe Interpresse. Yes. Quels sont vos objectifs financiers à court, moyen et long terme? Alors, j'ai sincèrement envie de faire du groupe Interpresse une multinationale qui arrive jusqu'aux milliards de dollars. Ici, nous sommes des rêveurs, nous sommes des précurseurs et je pense qu'il faut qu'on détruise toutes les barrières et les plafonds de verre qu'on a donnés aux jeunes et nous voulons être cette représentativité-là. Et quelles sont les stratégies d'optimisation financière que vous envisagez pour assurer la rentabilité future du groupe? Alors, comme je dis aux États-Unis, on dit think about making more. Making more veut dire avoir plus de clients, avoir plus de commandes, élargir la société parce qu'il faut savoir que nous avons des machines ici sur 3 étages. Nous avons des machines de sécurisation, nous avons tout type de machines d'imprimerie, mais nous avons besoin d'un énorme entrepôt au Cameroun. À Libreville, nous étions également au Tchad. Nous avons besoin d'énormes entrepôts pour avoir encore plus de machines, pour satisfaire encore plus de commandes pour ce qui est de l'imprimerie, pour ce qui est de l'immobilier, acquérir encore plus d'immeubles, de maisons, de terrains, de les rénover, de les vendre, de les louer pour avoir une place prépondérante dans l'Afrique. Alors, comment envisagez-vous l'avenir de votre rôle dans la gestion financière du groupe? Alors,
je ne suis pas vraiment monsieur finance, il faut le dire. Je suis plus monsieur business development. Ok. Mais j'envisage de m'entourer des bonnes personnes comme mon DAF, shout-out monsieur Langena, s'il nous regarde. Et voilà, de prendre vos conseils vers ces gens-là pour la gestion financière, même de mon futur restaurant qui va arriver. On souhaite que vous nous invitiez à l'ouverture. Mais avec plaisir, vous Un aurez mot la de- bonne invitation. Un mot de fin? Ben, je dirais à la jeunesse, il faut qu'ils croient en eux. C'est extrêmement difficile. Moi, quand je suis rentré en plein Covid. Ce n'était pas rose, il n'y avait même pas une mouche qui passait, il n'y avait pas de clients. J'aurais pu repartir aux États-Unis, travailler pour Fox News ou je ne sais quoi, mais je suis revenu, j'ai dit que je restais. On a passé cette période-là, et c'est les moments difficiles qui forgent, et il faut embrace it au lieu de les fuir. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu présent à notre appel. Merci à vous. Alors, vous avez suivi, nous avons donné tous les contours et détours du groupe Interpresse. J'espère que vous avez pu, en dessous de tout ça, creuser le secret de sa réussite. Il ne nous a peut-être pas donné le vrai secret, mais peut-être lors de l'ouverture de son restaurant, on aura les dernières pichinettes pour avoir le secret de sa réussite. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Inside Finance en entrepreneurship.